Salut à tous, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, même je crois pas facile à dire. Et je retrouve Violaine ici, devant moi, prête comme d'habitude et comme tous les 15 jours finalement. Salut à tous et salut Nathan. Quoi de neuf ? Bah écoute, rien de spécial, tout va plutôt bien et puis je veux pas parler de météo encore une fois, mais c'est l'arrivée du printemps et ça me met du baume au cœur, comme on dit. Ouais, ça te fait plaisir. On se rapproche tout doucement du printemps. Bah moi, pour être très honnête, ça pourrait aller mieux, hein. Je reviens d'un enterrement qui a eu lieu en début de semaine à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Et comme on dit souvent, pour essayer d'accepter la nouvelle, d'aller mieux et de faire son deuil, on dit que c'est la vie en fait, et que c'est dans l'ordre des choses. Puisque évidemment, Violaine, la personne avait un certain âge. C'était donc la sœur de ma grand-mère, ma grande-tante. Voilà, on va dire que, comme je te l'ai dit, c'est la vie. C'est la vie, mais c'est vrai que quand même un enterrement dans notre culture, c'est quelque chose de lourd, à la différence peut-être d'autres cultures auxquelles appartiennent nos auditeurs parfois. Je sais que dans certains pays, c'est parfois plus joyeux. Bon, peut-être qu'on pourra faire un épisode dessus un jour, pourquoi pas, sur la façon dont ça se passe chez nous en France. Ouais, ce serait pas mal d'en parler. Un autre jour, je te propose ça. Ouais, allez, un autre jour. Même si je suis pas sûre que le thème d'aujourd'hui soit joyeux, soit très gai pour te remonter le moral. Désolée. Mais je crois qu'il est très intéressant, à la fois fascinant et inquiétant. Donc on va en discuter. Pourquoi on a choisi ce sujet ? Déjà tout simplement parce qu'il y a 15 ans pile, à quelques jours près, on a été touché en France par une tempête qui est la pire catastrophe naturelle que la France a connue au XXIe siècle. Ça a été vraiment puissant. C'est une tempête qui a touché en fait l'ouest du pays, vers La Rochelle, justement, Nathan, là où tu es né. C'est une tempête qui a fait beaucoup de dégâts. Bref, on va parler des détails juste après, on va revenir dessus. Mais voilà, ça a été un vrai choc et aussi, à mon avis, un véritable électrochoc pour le pays. La fameuse tempête Xynthia, comme on l'appelle, c'est ça. En fait, il y a eu un avant et un après Xynthia, c'est-à-dire que depuis 2010, depuis 15 ans, il s'est passé des choses, beaucoup de choses, et on va voir comment la France gère ou tente de gérer aujourd'hui la fameuse montée des eaux que je suis sûr plein de gens qui nous écoutent connaissent malheureusement dans leur pays, en tout cas respectifs. Et en plus sont plus ou moins en fait Violaine directement touchés par tout ça. Rapidement, je pense que cet épisode va être intéressant pour voir du vocabulaire plus spécifique aussi en français, parfois même un peu, je pense, scientifique. Et puis concernant la grammaire également, je pense que ça vaut le coup de rester avec nous. J'imagine qu'on va forcément, c'est obligatoire, pratiquer les temps du passé, c'est-à-dire l'imparfait, le passé composé, le plus que parfait, mais aussi le futur, on verra ça. Ouais, donc un peu de tout, le subjonctif également, certainement. En tout cas, c'est probable si on donne notre avis sur ce qu'il faut faire dans le futur. Voilà, des suggestions, des conseils, des envies. Et nous connaissant, c'est possible qu'on en fasse. Bah voilà, qu'on en fasse, tu vois, le subjonctif est déjà tombé au bout de 3 minutes. C'est très rapide quand même, hein, au bout de 3 minutes dans cet épisode. Juste avant, Violaine, est-ce que t'es d'accord quand même pour qu'on pose une petite question à nos étudiants ? Avec plaisir. Moi, j'en ai noté une, si c'est celle dont tu as parlé tout à l'heure, juste avant l'enregistrement. C'est celle-là, ouais, c'est celle-là. Il y en a même deux d'ailleurs, 2 questions. C'est vrai. Bah, tout simplement, avec Nathan, on aimerait savoir 2 choses. Est-ce que vous avez déjà vécu une catastrophe naturelle dans votre pays de ce type, hein, donc tempête, inondation, séisme, tremblement de terre, tsunami, j'en oublie peut-être. Et la deuxième question est la suivante. Comment votre gouvernement, votre pays gère ce genre de risque pour le futur ? Excellente question et je suis impatient de vous lire dans les commentaires. Je crois, Violaine, qu'on a fait le tour, qu'on n'a rien oublié pour la présentation, donc on peut y aller. On peut commencer avec les faits, cette fameuse nuit du 27 au 28 février 2010. Ça remonte, voilà, il y a pile 15 ans. Et moi, personnellement, je m'en souviens comme si c'était hier. En tout cas, c'est encore très très frais dans ma mémoire. Je sais pas toi si tu as le même souvenir que moi.
Alors honnêtement, moi non, de mon côté. Donc je suis plus jeune que toi. J'avais 16 ans à cette époque. C'est ça. J'étais encore au lycée vers Lyon, à côté de Lyon. Et c'est vrai que là, on a vraiment pas été touché par cette tempête, pas du tout, je crois même. Donc c'est vrai qu'on a toujours regardé ça d'un regard un peu lointain. T'as raison, tu étais à l'opposé en fait de la zone de cette tempête et moi j'avais 19 ans et surtout, c'est ça en fait, la clé c'est que j'étais dans le coin, j'étais dans la zone, quasiment dans le cœur, tu sais bien, hein, dans le cœur de la tempête, même si j'avais déménagé à cette époque à Bordeaux, j'avais suivi ces événements assez tranquillement parce que j'étais un peu plus au sud, mais à l'époque c'est vrai qu'on m'avait surtout raconter voilà tous ces événements. Je me souviens d'ailleurs de ma mère, de ma grand-mère qui m'en avait beaucoup parlé à l'époque et de ces détails, tu vois, de tous ces petits détails parce qu'elle en fait elle vivait elle sur place hein, et elles avaient tout vécu, tout vu et tout entendu, on peut le dire aussi. Ça faisait beaucoup de bruit. Ouais, mais c'est vrai qu'elles étaient au premier plan parce que c'est une tempête qui a frappé donc principalement en France la région de La Rochelle, donc le département de la Charente-Maritime. Pour vous situer, on est à l'ouest de la France, près de l'océan Atlantique. Et puis un peu plus au nord, la côte a été durement touchée aussi. Hein, donc c'est vraiment ce coin-là par chez toi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé cette nuit-là, du 27 au 28 février 2010 ? Bah donc une tempête violente, je dirais pas extrêmement violente, mais parce que j'essaye de comparer avec ce qui existe aussi dans le monde, mais c'était une tempête évidemment violente, des vents très forts qui ont soufflé donc sur toute la côte, qui ont balayé la côte près de La Rochelle justement, hein, sur une toute petite île très connue et touristique en France qui s'appelle l'île de Ré. Je crois que j'en ai déjà parlé, c'est juste en face de La Rochelle. Bah écoute, il y a eu des vents à 160 km/h. Alors c'est pas fou, enfin c'est énorme, hein, 160. Mais c'est pas non plus un record, je crois pas. Mais en fait, ce qui s'est passé à cette époque, il y a 15 ans, c'est qu'il y avait une forte marée en même temps, un coefficient de marée important. Donc en fait, tout ça réuni, c'est-à-dire le vent, la marée, ça a fait monter évidemment le niveau de la mer, hein, tu t'en rends compte, d'environ 1,50 m, ce qui est énorme. Hein. On passe de... on va dire niveau 0 à 1,50 m et forcément bah, l'eau a fini par déborder et je me souviens de toutes ces images sur le port de La Rochelle que je t'ai montré après assez récemment, mais voilà, avec toutes ces rues, tu vois, autour du port qui étaient totalement inondées. On voyait plus la différence en fait entre les rues et le reste, tout avait débordé, il y avait de l'eau partout. Oui, tout était inondé et moi j'ai vu un reportage en préparant l'épisode et ça montrait bien ça. Alors toi tu parlais de là où tu es né et où tu as grandi qui a été durement frappé par tout ça, mais ça s'est passé en fait sur toute la côte atlantique, comme je disais tout à l'heure, quand on remonte vers le nord-ouest, j'ai vu que c'était monté jusqu'à la Bretagne où il a fallu évacuer des gens qui étaient coincés dans leur maison, même si les conséquences ont été moins graves visiblement je crois. Ouais, et moi je me souviens que je suis rentré voir mes proches le week-end suivant, 2-3 jours après la tempête, après Xynthia, donc comme on l'appelle, et donc depuis Bordeaux jusqu'à La Rochelle, en train, j'avais pris le train et en arrivant à seulement quelques kilomètres de La Rochelle, je dirais 5 ou 10 kilomètres, à chaque fois, tu vois, dans cette partie-là, le train longe la côte, comme on dit, on est à 200 mètres de la mer peut-être, je suis même pas sûr, peut-être à 100 mètres, pas plus. On est très très proche de l'océan, on doit traverser à chaque fois les villages qui sont au bord de l'eau et je me souviens d'un village en particulier qui s'appelle Châtelaillon plage, c'est une station balnéaire assez connue on va dire pour les Français. Bah ce week-end-là, ce village, cette petite commune se trouvait les pieds dans l'eau. Tu vois, comme on dit, les pieds vraiment dans l'eau. Il y avait 1 mètre d'eau facile encore, tu vois, dans les jardins, dans les rues, dans les champs. Les champs étaient inondés. C'était impressionnant parce que c'est unique, c'est rarissime dans ce coin-là. Non mais puis surtout la température de l'eau devait être hyper froide puisqu'on était en février, donc limite glaciale à cette époque puisque c'était l'hiver. Combien de morts ? On l'a pas dit, on l'a pas précisé. C'est vrai.
Alors en France, on en a compté 47, mais énormément de sinistrés, comme on dit, donc de gens qui ont tout perdu, avec leur maison inondée, tous les meubles, le matériel qui est foutu, qui est donc détruit. J'ai vu un reportage où on voit des routes bien abîmées avec pas mal de dégâts. À certains endroits, t'avais même des trottoirs complètement explosés. Et évidemment, comme souvent à cause du vent, le premier truc qui part, ce sont les toits. Bien sûr, les toitures qui s'envolent, et ça a touché là énormément de monde sur ce point-là, ouais. Plus tous les arbres qui tombent. Les arbres, et tu sais, à l'île de Ré, encore une fois, donc dans cette région où je suis né, où j'ai grandi, il y a beaucoup de parcs ostréicoles. Je dis l'île de Ré, mais il y a aussi l'île d'Oléron, par exemple. Et donc les parcs ostréicoles, juste en 2 secondes, ce sont ces endroits où on produit les huîtres. Car voilà, ce coin-là est très réputé en France pour manger des huîtres. Elles sont vraiment délicieuses. T'aimes pas les huîtres, toi, Violaine? Je déteste ça. Ouais. Ouais. Et j'aime depuis très peu, mais quand j'étais jeune, je suis né là-bas, mais j'en mangeais pas, donc tu vois. Et donc je pense d'ailleurs que beaucoup de gens qui nous écoutent, qui viennent d'Europe, connaissent les huîtres d'Oléron. Elles sont très réputées, très connues. Évidemment, ces huîtres, elles se cultivent en partie dans la mer, un peu dans la terre, mais aussi beaucoup dans la mer, évidemment. Là, une bonne partie de tous ces parcs, comme on les appelle, a été détruite. Une bonne partie à cause, évidemment, de cette tempête. Donc, sur ce point-là, sur l'économie, c'était dramatique. Donc, en gros, beaucoup de dégâts, et c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps en France. C'est vrai que les gens qui nous écoutent, quand même, peuvent se dire que, 47 morts, certes, c'est beaucoup trop et on aimerait en avoir aucun, mais tu vois, c'est pas énorme non plus pour une catastrophe par rapport à d'autres qui se passent dans le monde quasiment tous les jours. Mais il faut quand même comprendre que ça a marqué les Français et que ça a été un vrai traumatisme pour les gens. Je crois qu'on peut utiliser ce mot. En fait, à ce moment-là, je crois qu'on a vraiment pris conscience du danger que c'est de vivre sur la côte et du danger qui pouvait venir de l'océan, tout simplement. Ouais, avant cette tempête, il y avait peu de conscience. Pas de conscience. On n'était pas conscient, en fait, des risques de submersion. En gros, c'était quoi? On achetait sa maison sur une île à quelques mètres de la mer, si on en avait l'envie, si on en avait les moyens aussi, évidemment, parce que ça peut coûter cher. Mais voilà, si ça nous faisait plaisir, si on voulait vivre à tel endroit, que ce soit dans une zone inondable, comme on dit, ou pas, on se posait pas vraiment de questions, en fait. C'était pas un critère, on s'en foutait un peu, on s'en fichait même complètement parfois. Alors, je parle évidemment d'une tendance, je sais qu'à titre individuel, j'en connais, à La Rochelle notamment, qui même avant que Cynthia parlait de ces risques, et d'ailleurs depuis très longtemps, ma grand-mère en parlait depuis très très longtemps dans ce coin. Ouais, mais c'est vrai que la tendance générale pour la majorité des gens, c'était quand même un non-débat. Et dans les décisions prises au niveau politique aussi, c'était un non-débat, parce qu'à l'époque, on se rendait pas compte du danger, comme j'ai dit, ou en tout cas, on s'en rendait beaucoup moins compte. Mais tu sais, c'est souvent comme ça, on croit que ce genre de choses n'arrive qu'ailleurs, que ça n'arrive qu'aux autres. Complètement. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu comme un tournant après cette fameuse nuit de février, et je crois qu'il y a eu une vraie prise de conscience dans la tête des gens, parce que ça a marqué, ça a choqué, comme je l'ai dit. Et même politiquement en France, ça c'est hyper intéressant, mais sur le plan des lois, sur les plans de l'urbanisme, il y a pas mal de trucs qui ont changé. Ouais, et qui ont été donc pris en compte. C'est vrai, on peut pas dire le contraire sur ça. La France, je trouve, a mis en place des choses. C'est vrai qu'on peut faire la liaison ou pas, c'est pas obligatoire. La France a mis en place des choses, et c'est ce qu'on va voir maintenant, je pense, et ce qui est intéressant. Et je pense à quelque chose, j'ai une image en tête parce que je sais que ça arrive encore aujourd'hui, que ça concerne des gens, notamment de ma région. Mais imagine, toi, Violaine, tu vis dans une maison au bord de la mer, là, tu vois. Mon rêve. Voilà, ton rêve, en plus. Tu l'as acheté, tu l'as construite toi-même, ou tu l'as faite construire, évidemment. Et là, on te dit tout d'un coup que c'est fini, qu'elle va être détruite. Et que tu dois partir sur le champ. Comme ça, du jour au lendemain. J'ai envie de te poser une question. Comment tu te sentirais ? Sans surprise, ça me déprimerait et je serais forcément super triste. Je peux pas le nier. Et c'est vrai que c'est déchirant. Alors moi, nous, on l'a jamais vécu, mais j'ai vu une dame en parler à la télé et elle pleurait, elle était en larmes. Même si c'est nécessaire et que ça peut éviter de nouveaux drames, tu te rends compte, dans un seul village, tout petit, moins de 2000 habitants, je crois, ils ont rasé 600 maisons. Donc ils les ont détruites, en fait, tout simplement.
Raser, qui veut dire détruire, ouais. Démolir aussi. 600 maisons ont été détruites dans un seul village. Donc en gros, un tiers des gens sont partis. Bon, alors en même temps, c'était le village le plus touché par cette tempête. Il y avait eu beaucoup de morts. Pas sûr que les gens aient eu envie de rester après ce drame. Mais il y en a plein quand même qui n'ont pas eu le choix. On leur a dit, on vous rachète votre maison, on vous donne le prix qu'elle vaut, le prix du marché, mais vous devez partir. Et ça d'ailleurs, ça a un nom, ça s'appelle une expropriation. Un peu difficile à prononcer. Expropriation. Quand on est obligé de partir pour une raison ou pour une autre, on est exproprié. Mais bon, c'est vrai que quand tu y habites depuis ton enfance, que tu y es né, c'est dur. C'est dur, mais tu es exproprié parce que la zone est inondable. Et tu sais que maintenant, Violaine, on ne peut plus construire donc depuis cette tempête, cette fameuse tempête, on ne peut plus construire dans certaines zones de la France. On a créé, je sais, des zones, tu sais, avec des petites couleurs. Alors les premières zones, je sais plus quelle est la couleur, si c'est vert ou jaune, mais je sais qu'il y a des zones rouges, des zones noires où c'est absolument interdit de construire, tu vois. Donc si tu veux construire ta propre maison, faut aller ailleurs, tu dois aller ailleurs. Et tu sais que j'ai vu la carte de ces zones. En France, il y a environ 10% des logements qui sont dans des zones inondables. Donc on peut plus construire, mais 10% de ces logements, ils sont quand même parce qu'ils ont été construits bien avant. Ça me paraît énorme. Maintenant, faut vraiment faire gaffe, faire attention avec tout ça. Et d'ailleurs, Violaine, on peut peut-être raconter cette anecdote. Je sais pas ce que t'en penses. On était tous les deux en voiture le week-end dernier dans le sud de la France. C'était vers Montpellier. Et oui, notre nouvelle région. On écoutait la radio, on écoutait les infos. C'était France Info, on met souvent France Info, on se branche sur cette radio-là en voiture. Et pour la commémoration donc et les 15 ans de cette tempête, il y avait le maire de cette fameuse commune dont tu viens de parler tout à l'heure là, qui était invité, tu te souviens, qui était interviewé. Le maire de ce fameux village, j'ai un peu oublié son nom, qui a été le plus touché par la tempête. Est-ce que tu te souviens ? Ouais, c'est la Faute-sur-Mer. Et pour vous situer, c'est pas très loin de Nantes. Ouais, la Faute-sur-Mer, hein, voilà, c'est ça. Mais un nom qui est maintenant connu alors que c'est tout petit et qui était évidemment inconnu il y a plus de 15 ans. Tu vois, ce maire, je sais pas si tu t'en souviens, mais il comprenait vraiment qu'on puisse détruire des maisons, évidemment pour éviter que ça se reproduise. C'est logique, mais il mettait aussi en avant ce maire-là un autre argument que je trouve assez intéressant, c'est le fameux droit de propriété. Il disait que d'habiter quelque part, c'est aussi un droit de l'homme, c'est un droit essentiel. Tu sais, le droit de se loger, le droit d'habiter, et qu'il fallait qu'on fasse aussi attention avec ça, quoi. C'est un droit de l'homme, c'est vrai. Complètement, mais c'est hyper intéressant comme réflexion, et aussi on peut comprendre que pour lui aussi c'est terrible, tu vois, de voir partir un tiers de sa population. Ils vont partir ailleurs pour vivre. Voir un tout petit village se vider, je trouve ça triste. Mais est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on peut faire autrement ? Parce que tu sais que les règles de l'urbanisme ont changé. On l'a vu en préparant ce sujet et on le sait aussi depuis quelques années. Tu sais que désormais, si tu vis à certains endroits en France, tu dois prévoir chez toi une pièce, un endroit où tu pourras t'abriter, où tu pourras te réfugier au cas où il y ait une inondation. Et ouais. Genre comme un abri, quoi, qui va te protéger. Totalement. Et parfois, il faut même que tu aies un étage. Donc, c'est logique, il faut que tu sois en hauteur, donc avec un étage. Et en France, tu as beaucoup de maisons dans ces coins-là, notamment, qui sont en rez-de-chaussée. Donc, est-ce qu'il faut construire un étage ? Est-ce qu'il y a des aides ? C'est le gros problème. C'est vrai, qui va payer ça ? Mais en tout cas, c'est vrai que ça reste une mesure intelligente, peut-être nécessaire, qui peut éviter aussi des drames. C'est juste, en fait, je pense, difficile d'imaginer ça et difficile aussi à mettre en place. Faut construire un étage si tu veux rester chez toi. En gros, c'est ça. Donc, tu n'as pas le choix. Et c'est pas simple quand même, à chaque fois de devoir surélever ta propre maison. C'est ça, où est-ce qu'on va s'arrêter ? Et parmi les mesures qui ont été adoptées sur ces 15 dernières années, il y a autre chose que tu peux observer d'ailleurs quand tu te promènes sur le littoral, sur la côte en France, c'est la présence de digues. C'est ça, de digues. Et il y en a pas mal d'ailleurs vers La Rochelle, j'y suis allé il y a pas longtemps, et il y en a de plus en plus. Donc on appelle ça comme ça, des digues. Qu'est-ce que c'est ? Alors pour vous expliquer, c'est une espèce de protection naturelle entre la terre et l'océan.
En gros, c'est comme un petit mur qu'on construit pour protéger tout ce qu'on retrouve sur la côte, donc les maisons, etc. Et on veut les protéger des fortes marées, des vagues, etc. Encore une fois. Ouais, et c'est assez haut, évidemment, les digues. Ouais, je crois que c'est entre 4 et 5 mètres à chaque fois. C'est ça, et rien que dans le département de la Charente-Maritime, hein, c'est le département de La Rochelle, on a construit des digues sur à peu près toute la côte, je dirais 45 ou 50 kilomètres de long, et enfin on a pu protéger des villages qui étaient dans une situation ultra vulnérable, qui étaient en danger, et je sais que dans une commune que je connais bien, juste à côté de La Rochelle, ils viennent juste là, c'était il y a 1 ou 2 mois, ils viennent juste de construire non pas une digue, mais 2. Donc c'est comme une double digue pour renforcer un petit peu la côte, pour renforcer cette protection. L'enjeu c'est, tu vois Violaine, si l'eau passe par-dessus la première digue, bah elle sera évidemment stoppée, arrêtée par la seconde. Ouais, donc ça montre bien le danger dans lequel se trouve La Rochelle et toute la zone. Bon, après, au moins comme ça, t'es tranquille pour quelques temps, parce que quand même, ça reste du sursis, comme on dit, ça reste temporaire. C'est une protection à court et moyen terme, à mon avis. Et je vais te dire pourquoi après, mais je tiens quand même à dire quelque chose, c'est que au moins cette tempête Xynthia a permis de révolutionner le système d'alerte en France. Ouais, d'alerte à la population, c'est vrai. C'est une vraie révolution, ça on peut pas le cacher, c'est indéniable, non ? Bah, imagine, dis-toi qu'à l'époque, en 2010, les mairies avaient été prévenues de l'arrivée de la tempête seulement quelques heures avant, en recevant quelque chose qui n'existe plus trop aujourd'hui, un fax. Ouais, ils ont reçu ça à la mairie, quoi. Alors qu'en 2010, ça me paraît assez dingue, mais on avait quand même, Violaine, déjà des téléphones, on avait Internet, etc. On n'était pas à l'âge de pierre, on n'était pas au 19e siècle en 2010, enfin je crois pas. Non, t'as raison, c'est hallucinant parce que un fax, c'est bon, un bout de papier. Donc voilà, pour résumer, pas simple évidemment, imaginez-vous pour que l'info parvienne ensuite aux oreilles des habitants. Ça prend un bon bout de temps. Depuis, le point positif, c'est qu'on a mis en place quelque chose de beaucoup plus sérieux et solide. C'est un vrai protocole pour alerter les gens directement. Et j'imagine que pour alerter, tout se fait via les réseaux, j'imagine. Ouais, via les réseaux, évidemment, mais pas que. Les textos, les SMS, par téléphone aussi. On peut t'appeler. On peut t'appeler. Donc c'est un dispositif plus complet, direct, sans intermédiaire. Tu reçois l'alerte en 1 seconde et t'es prévenu. Bah tout ça en fait ça me fait penser, je sais pas toi, mais aux inondations en Espagne. Tu sais les inondations très récentes qui ont eu lieu, qui se sont produites dans la région de Valencia, de Valence en français. C'était il y a quelques mois, hein, à la fin de l'année 2024, où justement, tu vois, ce dispositif, il existait, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas été suffisamment réactif. Et je peux en parler, hein, on peut en parler parce qu'on y était. Et moi, je me souviens que j'avais reçu des alertes sur mon téléphone en Espagne beaucoup trop tard. Oui, ce dispositif existait, mais il avait mis du temps pour fonctionner. Et en fait, on a reçu tous ces messages-là sur le téléphone, ces alertes, seulement quand la catastrophe était déjà là. Tu te souviens, voire elle était déjà passée. Bref, c'est pas le sujet, ce qui s'est passé en Espagne, mais pour revenir à ce qui existe en France, je trouve que c'est bien, à condition évidemment que ça fonctionne à temps. Mais c'est vrai que évidemment que c'est super utile et que c'est le minimum en fait, ce type de dispositif à court terme là encore. Ouais, non mais évidemment que c'est le minimum parce que sur le reste on peut pas le cacher, on le dit depuis le début, mais quand même toute cette côte est hyper fragile, elle est en danger à l'avenir, quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, malheureusement on peut pas revenir en arrière. Et tu parles de cette côte, mais pas que cette côte atlantique. C'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis une vingtaine de minutes, mais on peut généraliser, on peut vraiment essayer de résumer à tout ce qui est au niveau de la mer, et ça va peut-être plus parler aux gens qui nous écoutent, mais en France, en fait, c'est le même problème, c'est le même souci sur la Côte d'Azur, sur la Méditerranée par exemple, mais on peut parler aussi au niveau du nord de la France, quoi, la Manche, etc. Bah ouais, parce que là où il y a de l'eau, il y aura une montée des eaux, l'eau va continuer à monter, le niveau de la mer va être de plus en plus haut, évidemment à cause du réchauffement climatique. J'ai vu un chiffre assez concret pour qu'on s'en rende compte, peut-être. D'ici à 2100, on pourrait avoir un niveau de la mer beaucoup plus haut, et en fait, on parle de 50 à 80 centimètres de plus. Et ça, ce sont évidemment des scientifiques sérieux qui le disent. Qui le dit ? C'est le GIEC qui regroupe donc plein de pays.
Ouais, le GIEC évidemment, c'est très sérieux. Je crois même que ça dépend des Nations Unies. Donc forcément plus 80 centimètres en 2100 avec évidemment, logiquement, c'est logique. Ça va de soi de plus en plus de tempêtes style Xynthia. C'est sûr que ce genre d'événement va se reproduire dans le futur. Est-ce que donc construire des digues ou des étages dans des maisons, ce sera suffisant? On peut se poser la question, pas sûr. Ouais, probablement pas. Bon, tu sais que j'ai vu d'ailleurs des cartes sur à quoi tout ça va ressembler, tu vois, les îles à côté de La Rochelle. Donc je pense à l'île de Ré, l'île d'Oléron, genre en 2100. J'ai vu les cartes. Les prévisions. En fait, il y a une grande partie qui sera sous l'eau. Quand tu vois la carte, quand tu analyses bien, hein, tu vois de l'eau un peu partout, et il y aura des quartiers entiers qui, en fait, existent aujourd'hui, hein, peut-être des quartiers où vivent mes proches, tu vois, et qui auront disparu dans 70 ans, mais peut-être même avant. Voilà, donc c'est assez terrible. Ouais, parce qu'en fait, on va dire que renforcer les infrastructures, c'est bien et c'est indispensable, mais en fait, face à la nature qui est beaucoup plus forte, ça suffira pas, et on le sait, on dit souvent que la nature est en train de reprendre ses droits sur nous. Donc à mon avis, il faut accepter en fait de repenser le territoire, mais vraiment totalement. Et j'ai lu une idée intéressante d'un maire d'une petite commune pas très loin de Nantes, encore une fois, qui s'appelle attends, je retrouve parce que je connaissais pas. Saint-Vincent-sur-Jard. Ça doit être vraiment tout petit. Je connais pas. Et lui, il dit clairement qu'il faut en fait arrêter de vouloir protéger à tout prix les habitations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour lui, ça signifie bétonner partout. Ouais, bétonner, d'ailleurs, c'est un verbe intéressant que moi j'utilise pas mal. C'est un verbe qu'on peut utiliser aussi pour la côte à Valence, hein, bien sûr. En Espagne. Bétonner, c'est quand on met du béton, tout simplement. On construit avec beaucoup de béton. Alors on construit des choses qui sont solides, hein, mais le problème c'est que c'est pas forcément viable à long terme. C'était très à la mode il y a quelques années, mais c'est vrai que si tu mets du béton partout, c'est peut-être efficace à court terme, quoi. Ouais, maintenant ça nous apparaît comme totalement fou, et surtout en Espagne. Et à la place de bétonner, donc, oui. Ce maire, il veut laisser la nature reprendre ses droits, comme j'ai dit. Donc, en gros, on stoppe les constructions et on crée des espaces naturels à la place dans ces zones-là. Très bien. Pas mal. Celles qui sont les plus à risque et au bord de l'eau. D'accord, donc c'est vraiment pour le bord de l'eau, évidemment. C'est vrai que bétonner, on le dit surtout quand on est sur la côte, quoi. C'est un problème parfois de mettre du béton partout, au bord de l'eau. Malheureusement, on le dit aussi pour les villes, puisque on bétonne les villes et il y a de moins en moins de nature dans les villes, mais c'est un autre sujet. Mais en gros, pour lui, il faudrait juste de la faune et de la flore, et donc plus aucune habitation, donc juste des animaux et des plantes. Ouais, des espaces naturels, comme t'as dit, des parcs naturels sous toutes leurs formes finalement. Et ça, c'est vrai que ce serait une vraie transformation du territoire. Délocaliser, bouger, c'est dur. Mais si on n'a pas vraiment le choix, finalement, c'est peut-être une bonne idée. Par contre, pour ça, je pense qu'il faut du courage politique, tu vois, de la part des élus, de la part des maires, au niveau local, mais aussi au niveau national. Forcément, il faut être courageux. Et quand tu vois l'instabilité actuelle en France, avec des gouvernements qui changent tout le temps, toutes les 5 minutes, pas simple de trouver des solutions, malheureusement. C'est clair. Et puis, c'est pas simple aussi, je pense, Violaine, pour tout simplement pour le faire accepter aux gens qui sont sur place. Tu vois, il y a le côté politique, il y a le courage qu'il faut, mais il y a aussi le faire accepter, faire avaler la pilule, hein, aux gens, comme on dit. Sauf peut-être si on arrive à les convaincre, à tous ces gens, que c'est trop risqué pour eux de rester. C'est vrai que le problème, c'est aussi qu'il y a, je crois, Violaine, je sais pas ce que t'en penses, on le dit pour plein de choses, mais c'est qu'il y a un manque de culture. Alors, on parlait de culture du vide il y a quelque temps, rien à voir, mais là, en France, même dans ces zones-là, il y a un manque de culture du risque. En fait, tout simplement, je pense qu'avec le temps, forcément, on oublie les risques. Et d'ailleurs, on a une expression qu'on sort très souvent en français, qu'on dit très souvent, c'est « on a la mémoire courte ». Et là, ça fait 15 ans. Et forcément, cette mémoire peut s'effriter, quoi, peut disparaître. Ouais, et puis sur ça, je suis totalement d'accord. Il suffit de regarder en France à quel point la côte attire. Je crois qu'on peut le dire, elle a jamais autant attiré que maintenant, et nous, on le voit dans notre quotidien. Ouais, et elle séduit plus que jamais, cette côte. Tout le monde veut s'y installer en France, vivre à côté de la mer.
aujourd'hui, et évidemment pour plein de gens, c'est la chose la plus importante qui soit. Et encore plus, je pense évidemment, peut-être que c'est une tarte à la crème ce que je dis, c'est-à-dire quelque chose qu'on sort comme ça sans trop réfléchir, mais c'est des faits aussi, hein. C'est encore plus le cas depuis la pandémie, depuis le Covid. Bah, indéniablement, je peux te parler moi de la Bretagne que je connais bien et notamment de Saint-Malo par exemple où je passe des vacances depuis que je suis petite, en tout cas à côté de Saint-Malo et où les prix de l'immobilier ont tout simplement explosé alors même que c'est au bord de l'eau. Ouais, à Saint-Malo, c'est de la folie. À La Rochelle, d'ailleurs, que je connais beaucoup mieux, c'est pareil. Tout le monde veut y vivre, tout le monde veut s'y installer. Beaucoup de Parisiens, d'ailleurs, s'y installent ou achètent une résidence secondaire. C'est assez classique, c'est la mode pour soit y passer le week-end, aussi les vacances, hein, pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas très loin. Je dis des Parisiens, mais d'ailleurs pas que, hein. C'est super à la mode La Rochelle partout. Et je sais que c'est pareil à Biarritz, autre ville qui est sur la côte, on est plus au sud, mais Biarritz c'est de la folie. Donc en Bretagne, tu l'as dit aussi, on peut parler également de la Côte d'Azur, évidemment, qui séduit toujours autant. Comme avant, et ça c'était déjà le cas avant la pandémie du Covid. Donc en fait, voilà, partout sur la côte, qu'importe les risques, qu'importe les souvenirs, qu'importe les tempêtes, tout le monde veut y être, quoi. Ouais, puis même on peut mentionner Marseille qui attire de plus en plus de gens. Tout le monde veut vivre à Marseille en ce moment. Et en vrai, la montée des eaux, le risque de tempête, d'inondation, comme tu l'as dit, tout ça, les gens, ils l'oublient avec le temps. Et si tu veux mon avis, je dirais même qu'il y a une forme de déni ou de se dire bon, j'ai vu les prévisions, c'est en 2100, donc moi je suis tranquille, ça touchera surtout les générations suivantes. Moi je veux profiter, je veux me faire plaisir, m'acheter ma petite maison au bord de l'eau et passer ma retraite au soleil. Ouais, et je connais un couple, Violaine, qui a acheté, tu sais, l'an dernier, c'était une maison sur l'île de Ré avec, tu vois, la vue sur mer. Aucun étage d'ailleurs, on parlait des étages tout à l'heure, et qui ont eu cet état d'esprit là que tu viens de mentionner. Tu vois, c'est un couple qui est relativement âgé, je dirais 70 ans, peut-être un petit peu plus, hein, juste à la limite, et qui sait que bah, tu vois, en 2100, c'est très loin, eux, ils ne seront plus là normalement, hein, même si je leur souhaite d'être encore vivants, mais 2100, ça reste loin. Et voilà, et après, c'est vrai que eux, tu vois, ce couple-là dont je te parle, ils sont d'ici, ils sont du coin. Donc, je peux aussi comprendre d'un côté qu'ils aient fait ce choix-là, tu vois, qu'ils pensent aussi à eux, qu'ils pensent à leur bonheur, quoi. Ouais, bah on peut pas leur enlever, en tout cas. Mais tout ça pour dire que la culture du risque, elle existe un peu, en tout cas un peu plus qu'il y a 15 ans, mais c'est pas encore ça, hein. Il y a des progrès à faire. Et puis l'autre argument ou l'autre frein, et ce qui rend difficile des actes forts, bah c'est le facteur économique. Voilà, l'économie, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Je crois qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que c'est difficile quand même de faire cohabiter écologie et économie, écologie et tourisme. C'est possible, ça existe, hein, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Là encore, on en revient à du courage politique et au fait, bah tu vois, Violaine, de devoir trouver des solutions intelligentes pour satisfaire en fait un peu tout le monde, hein, des deux côtés, ou en tout cas ne pas trop décevoir, hein, l'économie et l'écologie. Mais ouais, c'est vrai que si demain tu dis à Biarritz, à Nice, bah vous arrêtez tout d'un coup de construire des hôtels, des restos, ou même de faire un projet touristique, de le réaliser, bah ça va faire grincer des dents, non ? Ça va faire vraiment grincer des dents. Voilà, comme on dit, une expression pour dire quoi ? Bah que ça va en fait tout simplement créer de la colère. C'est sûr et certain, quoi. C'est sûr, mais c'est pas facile de savoir quoi faire. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord en France, enfin une grande majorité des gens, je crois, c'est qu'il faut agir contre le réchauffement climatique. Après, la question, c'est toujours comment et quoi faire. Et sur ça, on n'est pas toujours tous d'accord, évidemment. J'y pense, c'est vrai que nous, on s'est, Violaine, concentré sur la France, sur ce qu'on connaît, mais je serais très curieux, tu vois, de savoir comment ça se passe ailleurs, où vivent tous nos étudiants, s'il y a une prise de conscience peut-être, et surtout, bah, quel type de mesures on peut prendre chez eux, quoi. Donc voilà, ce serait intéressant de savoir, non ? Ce serait très intéressant. On n'en a pas parlé, mais j'avais vu un reportage, moi, à la télé sur Venise, en Italie, bien sûr, qui subit assez régulièrement des inondations et qui a, je crois, installé un système de digues aussi en mer
ou plutôt une sorte de barrière qui se lève en fait quand il y a des fortes marées. Ok. Je te conseille de voir les images, c'est assez impressionnant de voir ça. Et en plus, ça a l'air d'être efficace. Super, super. Bah écoute, je vais aller voir ça. J'irai voir ça en tout cas un peu plus tard. Mais voilà, vous avez compris, depuis 15 ans, la France prend des mesures plus ou moins efficaces, Violaine, pour se préparer, pour faire face au changement climatique. Est-ce suffisant? C'est la question. Bon, on a des expressions en français, on dit si on voit le verre à moitié plein, on peut dire que c'est positif, que c'est mieux qu'avant. Mais si on voit aussi le verre à moitié vide, tu vois, c'est vraiment une vue de l'esprit, on peut dire que c'est évidemment insuffisant et qu'il reste encore pas mal de progrès à faire. Ça dépend de quelle position on se met, quoi. Ouais, bon, je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai envie de voir le verre à moitié plein et d'être un peu positif. T'as raison, il faut, t'as raison. Et toi qui nous écoutes, alors, est-ce que ton pays est touché par la montée des eaux et quelles solutions existent chez toi? Dis-nous en commentaire sous l'épisode. On a vraiment envie de savoir et on lit tout le monde. Et en plus, je trouve que c'est un sujet passionnant. Et ce serait génial de comparer, je sais pas ce que t'en penses, Violaine, mais de comparer en fait nos situations respectives, de comparer tout simplement nos pays, voilà, les coins, les zones, les lieux où on vit tous, quoi. Comme d'habitude, c'est toujours hyper intéressant. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore le cas. Une fois de plus, on te remercie pour ta fidélité et on te dit à la prochaine. Salut!